Oui, c'est là que j'ai compris, car on n'avait pas vraiment de lien enfant. Lui aimait le baseball, moi le basket. Nick Reiner est emprisonné, accusé de meurtre au premier degré pour la mort de ses parents. Le célèbre réalisateur Rob Reiner et sa femme Michelle. Le procureur affirme que les preuves désignent Nick. Quelles preuves? Les preuves sont des éléments présentés au tribunal pour atteindre le niveau requis dans chaque affaire criminelle, soit au-delà de tout doute raisonnable. Certains coins d'Internet regorgent de théories sur l'affaire et on se demande si Nick Reiner a vraiment tué ses parents. J'examine certaines des théories étranges dans cette affaire horrible et tragique, ainsi que ce à quoi nous pouvons nous attendre à l'avenir. Je suis Angenette Lévy, voici Crime Fixe. Lorsque la nouvelle a commencé à se répandre à Hollywood et sur Internet, que le légendaire réalisateur et acteur hollywoodien Rob Reiner et sa femme Michelle avaient été assassinés dans leur manoir de Brentwood, ce fut un choc, un véritable choc. Ce n'est pas une nouvelle qu'on s'attend à entendre un dimanche soir, ni à aucun autre moment. Le réalisateur, célèbre pour son rôle de Meathead dans All in the Family et pour avoir réalisé Quand Harry rencontre Sally, Princess Bride, Des hommes d'honneur et Misery, est décédé. Pourquoi quelqu'un voudrait-il faire du mal à Rob Reiner et à sa femme Michelle? Des rumeurs et des chuchotements circulaient en ligne sur Nick, le fils des Reiner, âgé de 32 ans et en difficulté. Reiner avait été en cure de désintoxication au moins 18 fois pendant son adolescence pour toxicomanie et il avait aussi lutté contre des troubles mentaux. Avec son père célèbre, il a produit en 2015 le film Être Charlie sur les luttes de Nick contre la dépendance. Et je n'étais pas vraiment gêné d'inclure certaines des mauvaises choses que j'ai faites. Parce que beaucoup de gens font des choses assez peu reluisantes quand ils traversent ça. Le fait que nous devions gérer, vous savez, des choses que Nick avait traversées et comment j'y avais réagi et comment sa mère y avait réagi, ça nous a obligés à ça m'a obligé à voir plus clairement et à comprendre plus profondément ce que Nick avait traversé. Puis, d'autres théories et idées sur les meurtres liés à Rob et Michelle Reiner ont émergé en ligne. Nous allons parler de certaines des théories les plus bizarres que j'ai vues discuter, ainsi que des plus simples aussi. Voyons d'abord ce que nous savons. Le service d'incendie de Los Angeles est intervenu au manoir des Reiner à Brentwood vers 15 heures le dimanche 14 novembre, puis a prévenu la police. À leur arrivée, les agents ont découvert 2 personnes décédées dans la résidence, identifiées plus tard comme Rob et Michelle Reiner. Les 2 victimes ont été retrouvées dans la chambre principale de la maison. Des rapports ont indiqué que Nick Reiner avait assisté à la fête de Noël de Conan O'Brien la veille avec ses parents, et que Nick et Rob s'y étaient disputés parce que Nick mettait les invités mal à l'aise, son comportement étant jugé inapproprié. Le père et le fils auraient élevé la voix l'un contre l'autre. NBC News a rapporté que Nick avait interrompu une conversation privée entre l'humoriste Bill Hader et un autre invité. Une vidéo provenant d'une station-service près du domicile des Reiner montrait Nick Reiner passant devant eux dimanche matin. TMZ a rapporté que Nick s'était enregistré à l'hôtel Palisade à Santa Monica à 4 heures du matin et que le personnel d'entretien a trouvé du sang dans la douche de la chambre plus tard dans la matinée. Cet hôtel se trouve à environ 6 km de la maison des Reiner. Avant son arrestation dimanche soir, Nick Reiner a été aperçu entrant dans une supérette et cherchant une boisson dans un réfrigérateur. Il semblait parfois regarder nerveusement autour de lui. La police de Los Angeles l'a placé en garde à vue près de l'Université de Californie du Sud à 21h15. Aujourd'hui, je suis ici pour annoncer que notre bureau va engager des poursuites contre Nick Reiner, qui est accusé d'avoir tué ses parents, l'acteur et réalisateur Rob Reiner et la photographe et productrice Michelle Singer Reiner. Ces accusations seront au nombre de 2 pour meurtre au premier degré, avec la circonstance aggravante de meurtres multiples. Il fait également face à une allégation spéciale selon laquelle il a personnellement utilisé une arme dangereuse et mortelle, à savoir un couteau. Ces accusations sont passibles d'une peine maximale de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ou de la peine de mort. Aucune décision n'a été prise à ce stade concernant la peine de mort. L'une de ces circonstances aggravantes est que le meurtre a été commis avec une arme mortelle ou un couteau. Quant à l'endroit et à la manière dont l'arme a été
a été localisé ou sera localisé, cela constituera en fait une preuve que nous présenterons au tribunal. Le procureur de Los Angeles, Nathan Hawkman, comprend l'importance et la sensibilité de cette affaire. Un homicide lié à la violence domestique, aggravé par la toxicomanie et les troubles mentaux, favorise les ragots, rumeurs et théories du complot. Vous entendrez dans les médias des rumeurs, des spéculations, des oui-dire. Ce que je demande à tout le monde, c'est de s'appuyer sur des sources fiables. Si cela ne vient pas du bureau du procureur, du département de police de Los Angeles, du bureau du coroner ou du tribunal lui-même, alors il y a de fortes chances que vous entendiez de la désinformation. Rob Reiner était un réalisateur célèbre, mais aussi politiquement actif du côté démocrate, et il était un critique virulent du président Trump. Et certains forums sur Internet ont évoqué cette possibilité dans les meurtres avant l'arrestation de Nick Reiner. Un compte au nom de Ryan Sheed a publié dimanche soir. En 2021, Rob Reiner a annoncé préparer une série télé de 10 à 13 épisodes sur la relation entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Il a décrit le concept comme retraçant la vie des deux hommes de l'enfance à leur rencontre, dans le but d'explorer les effets plus larges de cette convergence sur la démocratie. Il a également déclaré qu'il travaillait avec l'écrivain Ward Parry sur le projet qu'il appelait « L'espion et l'atout ». Make America Great Again a-t-il éliminé Epstein et Reiner? C'est vraiment toute une suggestion. Un autre site web a suggéré qu'il y avait eu des recherches sur Internet concernant la maison des Reiner et Nick Reiner, provenant de Washington, district de Columbia, avant les meurtres. Sur un autre forum, une utilisatrice a suggéré que Romy Reiner, la sœur de Nick, aurait accusé son frère pour cacher sa propre implication dans les meurtres. Il n'y a absolument aucune preuve suggérant que Romy Reiner ait été impliquée dans cette affaire. Dans The Criminally Obsessed, l'ex-procureur Nima Romani a évoqué que Nick Reiner pourrait plaider avoir été drogué à la fête de Conan O'Brien, expliquant ainsi son acte meurtrier. D'autres internautes ont en fait suggéré que Nick Reiner pourrait avoir été victime de maltraitance ou qu'il pourrait utiliser la soi-disant défense des frères Menendez en affirmant qu'il était une victime. Encore une fois, aucune preuve n'a été présentée pour suggérer que Rob et Michelle Reiner ont fait autre chose que soutenir leur fils et essayer de lui apporter l'aide dont il avait besoin. Soyons clairs, Nick Reiner n'a comparu qu'une seule fois au tribunal et nous ne l'avons même pas vu. Votre honneur, je souhaite demander un report de la mise en accusation. Je voulais finir cette étape, c'est trop tôt. Nous nous sommes coordonnés avec l'avocat du bureau du procureur et le 7 janvier, avec la permission du tribunal, sera une date qui nous conviendra pour revenir pour la requête. Nick, cette fois, j'accepte une renonciation à la procédure rapide pour ton plan. Monsieur Reiner, vous avez un droit constitutionnel et légal à une mise en accusation rapide. Votre avocate demande que votre mise en accusation soit reportée au 7 janvier 2026. Renoncez-vous à votre droit à une mise en accusation rapide aujourd'hui, le 7 janvier 2026? Et cette avocate a-t-elle également accepté la renonciation? J'ai accepté. Le tribunal constate que le prévenu a renoncé sciemment et intelligemment à son droit à une comparution rapide et que son avocate a également accepté cette renonciation. Nick Reiner est désormais représenté par Alan Jackson, le même avocat qui a aidé à obtenir l'acquittement de Karen Reed. Il a également représenté Harvey Weinstein et Kevin Spacey. J'ai juste quelques mots à dire rapidement. Tout d'abord, et c'est le plus important, c'est une tragédie dévastatrice qui a frappé la famille Reiner. Nous en sommes tous conscients et nous adressons toutes nos pensées à la famille Reiner. Il y a des questions très très complexes et sérieuses qui sont liées à cette affaire. Celles-ci doivent être traitées, examinées, étudiées et analysées de manière approfondie mais très prudente. Nous vous demandons de permettre au système d'avancer selon le processus pour lequel il a été conçu. Pas en se précipitant pour juger, pas en tirant des conclusions hâtives, mais avec retenue et dignité et avec le respect que ce système et ce processus méritent, ainsi que la famille. Donc, avec cela, nous sommes fixés au 7 janvier pour une mise en accusation. C'est la prochaine date d'audience. Et c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Il pourrait y en avoir plus une autre fois, mais aujourd'hui, nous gardons notre position procédurale. Il s'agissait juste d'un report de la mise en accusation. Rien de substantiel ne s'est passé. Nous reviendrons pour une mise en accusation dans le même service le 7 janvier.
Nous vous verrons à ce moment-là. Il a également été rapporté que Rob et Michelle Reiner étaient tout simplement fatigués du comportement de leur fils et voulaient qu'il quitte la maison. Une théorie simple, Nick Reiner aurait consommé de la drogue, puis, dans un accès de rage ou de psychose, aurait poignardé ses parents. Le médecin légiste a conclu que les Reiner sont morts de multiples blessures causées par un objet tranchant. Pour en discuter avec les dernières infos, j'invite Matt Murphy. C'est un ancien procureur de Californie. Il a poursuivi des tueurs en série. Il a réalisé beaucoup durant sa carrière, alors merci beaucoup, Matt, d'être avec nous. Les toutes dernières nouvelles indiquent que TMZ rapporte que Nick Reiner avait été diagnostiqué schizophrène. Ce n'est pas vraiment une surprise, mais que ses médicaments avaient été quelque peu ajustés et que son comportement était devenu erratique. Il avait été considéré comme dangereux à cause des changements de traitement, associés peut-être à la consommation de drogues illicites. Un plaidoyer de non-culpabilité pour aliénation mentale pourrait-il être envisagé? Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense que nous allons voir une défense basée sur la santé mentale d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est pratiquement garanti. Comme cela a été rapporté, et ce n'est pas encore confirmé, il y a du sang sur les draps de l'hôtel. Nous nous sommes disputés juste avant. Aucune preuve ni effraction, ce qui suggère que l'auteur avait une clé. Donc je ne pense pas que ce soit une énigme policière. Ce qui signifie que la prochaine stratégie, la plus logique et probablement la plus efficace pour la défense, sera d'argumenter ce qu'on appelle une non coupable pour cause d'aliénation mentale ou non coupable pour cause d'aliénation mentale. Et vous savez, ce sont des affaires difficiles. J'ai eu une affaire très similaire à Newport Beach, mon affaire Nicholson, qui impliquait un jeune homme très riche souffrant d'une maladie mentale organique, la schizophrénie, qu'il avait développée et qu'il avait mélangée à une forte consommation de drogue, avec des allers-retours en cure de désintoxication. Et c'est une histoire très similaire. Et il s'est fâché contre ses parents et il a tué sa mère et son père chez eux. Une très belle maison à Newport Beach avec un couteau. Mais ici, il a attendu la femme de ménage et l'a tuée aussi. Et c'était similaire. Si les rapports sont vrais, que Rob Reiner et sa femme ont eu la gorge tranchée, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ou ce type l'a fait dans l'affaire Nicholson quand il a tué ses parents. Cela s'appelle un parricide. Tuer ses parents est connu sous le nom de parricide. Et dans ce cas, malgré une histoire très longue et bien documentée de véritables maladies mentales, le jury a quand même conclu qu'il était sain d'esprit sur le plan légal. C'était à Halloween cette année et sa condamnation est, je crois, prévue la semaine prochaine. Donc la Californie utilise ce qu'on appelle la règle de McNaughton, et cela signifie que pour que la défense de la santé mentale ou de l'aliénation mentale l'emporte, il faut établir que la personne ne connaissait pas la nature et la qualité de ses actes. Et c'est à la défense de le prouver par la prépondérance de la preuve. C'est un système bifurqué, ou un procès bifurqué, ce qui signifie, un peu comme dans une affaire de peine de mort. D'abord vient la phase de culpabilité, puis un second procès avec le même jury pour évaluer la santé mentale. Donc d'abord, était-il le meurtrier? Puis ensuite, est-ce qu'il a fait de cela? Était-il responsable de cela? Et c'est une défense difficile, mais je pense que je ne sais pas d'où viendrait l'information si ce n'était pas la défense. Nathan Hochman dirige son équipe d'une main de fer. C'est le procureur du district de Los Angeles, donc ça va être intéressant à voir. La prochaine étape procédurale, il poursuivra la mise en accusation. Donc la défense va devoir présenter un plaidoyer à un moment donné. Si je devais deviner, je dirais non coupable pour cause de folie. Et ensuite, nous entamons la procédure liée à la santé mentale. En même temps, Nathan Hochman, le procureur du district de Los Angeles, va devoir prendre une décision concernant la peine de mort. Et ils vont organiser ce qu'ils appellent à Los Angeles une audience live-ci, où Alan Jackson viendra faire une présentation à Nathan Hochman lui-même et à son équipe sur les circonstances atténuantes, ou pourquoi il pense que les preuves devraient indiquer une peine inférieure à la peine de mort. En Californie, une circonstance spéciale entraîne la prison à vie sans libération conditionnelle. Vous savez, il y a beaucoup de choses à analyser là-dedans. Je veux dire, évidemment, Nick Reiner a une longue histoire de toxicomanie. Mais d'après ce que j'ai compris, disons qu'il souffre d'une maladie mentale comme la schizophrénie et qu'il avait été récemment diagnostiqué. Si vous prenez des drogues illicites, vous ne pouvez pas dire avoir perdu le contrôle ou être schizophrène à cause de cela. Et j'avais consommé des drogues illicites en plus de mes médicaments psychotropes. Je suis déclaré non coupable pour trouble mental. Ça ne correspond pas, l'usage de drogues illicites, n'est-ce pas? Oui, je pense qu'ils feront exactement cela.
Mais est-ce que ça fonctionnera? Et c'est vraiment la question à 20 000 $. Mais je pense que tu viens de mettre le doigt dessus. Je pense que c'est exactement ce que la défense va faire. Je pense qu'ils diront que c'est une maladie mentale organique dont il n'est pas responsable. Et regardez ce diagnostic, et cela n'est qu'exacerbé par la drogue. Et ils feront venir des experts pour expliquer qu'il avait perdu la raison quand il a fait ça, etc., etc. Nous avons tous déjà vu cela. La question est de savoir si un jury y croira. Ce sera intéressant à observer. J'ai des amis au bureau du procureur de Los Angeles, notamment Nathan Hochman. Les électeurs du comté de Los Angeles se sont débarrassés d'un type nommé Georges Gascon pour aider l'année dernière. C'était selon moi la pire chose arrivée à la sécurité publique dans l'histoire de Los Angeles, où j'ai grandi. Et les électeurs ont pris les choses au sérieux et ont mis Hochman en place pour nettoyer le désordre laissé par Georges Gascon. Nous avons un procureur de district compétent, expérimenté, sérieux, avec une excellente équipe assignée. Ils connaissent tous Alan Jackson, qui était bien sûr Il était procureur de district à Los Angeles. Ils le connaissent tous. Alan Jackson est un avocat plaidant au talent unique. Je le connais depuis des années et les deux parties auront fort à faire dans cette affaire. Oui, je le pense aussi. Je veux dire, nous avons vu Alan Jackson représenter Karen Reed avec succès récemment. Et évidemment, dans ce cas-là, ils ont utilisé l'argument du coup monté, tu sais. C'est ce dont ils ont profité pour la défense. Ils ont dit qu'elle avait été piégée et que ce n'était pas seulement par une seule personne. D'après Alan Jackson, on aurait dit que toute la ville de Canton était impliquée là-dedans. Je pense que c'est tout l'État. Oui, exactement. Oui, tu as raison à ce sujet. J'ai l'impression que tu as engagé Alan Jackson et que tu le payes cher pour te sortir d'un gros pétrin. Penses-tu avoir une chance de le voir? Je veux dire, parce que j'ai regardé, tu sais, sur Internet, on voit beaucoup de discussions à propos de, évidemment, wow, Nick Reiner, tu sais, la consommation de drogue, ceci, cela et le reste. Ensuite, tu entends des gens dire, il va utiliser la défense Menendez, accuser ses frères et sœurs, faire ceci, etc. Je veux dire, est-ce que tu vois une possibilité qu'Alan Jackson essaye de faire quelque chose comme ça? Une défense fondée sur la théorie du complot? C'est clairement une autre affaire. Je ne pense pas qu'il en ait besoin. Je crois qu'il a déjà assez à exploiter avec tous les problèmes d'addiction, de drogue, et je pense que c'est la voie qu'il va suivre. Tout reste possible pour l'instant. Rappelez-vous, l'enquête est récente, et beaucoup pensent, en regardant New York, police judiciaire, qu'une affaire se résout en 42 minutes plus les pubs, mais cela ne sera pas le cas ici. La voie de la santé mentale dans le processus pénal en Californie est longue et sinueuse. Et on parle d'un procès, je dirais, si je devais deviner, on parle d'au moins 2 ans. Si je devais faire des prédictions, Alan Jackson va plaider non coupable pour cause d'aliénation mentale. Ou, à un moment, modifier un plaidoyer de non-culpabilité classique en plaidoyer pour cause de folie. Je pense qu'on verra de nombreux rapports divulgués tentant d'influencer le récit public via TMZ et d'autres médias. Je pense qu'il fera un plaidoyer très convaincant auprès de Nathan Hochman pour ne pas demander la peine de mort. Je prédis que Nathan Hochman, il prendra tout cela en considération avec beaucoup de sérieux. Je ne pense pas qu'il demandera la peine de mort dans cette affaire. Rien qu'en se basant sur le fond de l'affaire, parce que c'est intrafamilial, à cause de toutes les différentes problématiques. Ce ne sont pas des inconnus, ils sont innocents. Mais ce n'est pas la même chose que de tuer 2 inconnus dans la rue ou sur le parking d'un magasin de bricolage. Donc tous les facteurs aggravants par rapport aux facteurs atténuants. J'ai siégé 15 ans au comité du comté d'Orange, recommandant au procureur, et nous avons requis la peine de mort dans moins de 4% des affaires éligibles. C'est très rare qu'on la demande, surtout en Californie où il y a un moratoire. De toute façon, je ne le verrai pas exécuté et donc je pense que Nathan Hochman ne la demandera sûrement pas. Ils demanderont la réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle et débutera la bataille des experts sur la santé mentale de Nick Reiner. Et regardez, ça va être vraiment intéressant à suivre parce qu'il va y avoir d'excellents avocats des deux côtés. Je connais le juge auquel cette affaire a été attribuée, un excellent juriste, et ça va être intéressant. Aussi, regardez, la dépendance touche toutes les familles américaines d'une manière ou d'une autre, de nos jours surtout. Nous connaissons tous une version de ce gamin. J'ai grandi à l'ouest de Los Angeles. Les enfants riches qui tombent dans la drogue, c'est presque un cliché, c'est tellement courant. Donc, ce sera très intéressant de voir ce qu'un jury va penser de tout ça. Mais je pense encore une fois qu'on va avoir un très bon juge et de très bons avocats,
des deux côtés. Et ce sera vraiment une affaire à suivre, mais ça va prendre du temps. Penses-tu qu'il y ait une possibilité, même si nous en sommes au début? Je ne suis pas encore. Tu sais, j'attends toujours qu'Alan Jackson remette en question l'enquête ou quelque chose dans ce genre. Je veux dire, d'après tout ce qu'on entend, même si ce n'est pas confirmé, ça a l'air très simple et évident, mais on sait comment les choses peuvent évoluer. Je veux dire, regarde. Regarde ce qui s'est passé avec l'affaire O.J., un autre célèbre double homicide à Brentwood. Il y avait cependant différents facteurs dans cette affaire, bien sûr, surtout avec les questions raciales. Mais je suppose que je regarde juste ça et je me dis, tu sais, Alan Jackson, c'est un battant, tu l'engages pour se battre, mais est-ce qu'il y a une chance qu'Alan Jackson, avec son passé au bureau du procureur de Los Angeles, la famille Reiner lui demande, s'il te plaît, fais en sorte qu'il n'aille pas en prison. Fais-le plutôt interner en hôpital psychiatrique, c'est ce qu'il lui faut. Et qu'il essaye juste de régler cette affaire d'une manière ou d'une autre? Il n'y a aucune chance que l'affaire soit réglée, ça ne va pas se régler. Cette affaire ira devant le tribunal, et s'il réussit à obtenir un verdict de non-responsabilité pénale pour cause de folie, alors Nick Reiner sera envoyé dans un établissement de santé mentale où il sera évalué pour déterminer s'il représente un danger pour la communauté. Et il finira par sortir, que ce soit dans 1 an, 2 ans, 10 ans, il sortira à nouveau. Et vous savez à quel point une personne comme ça pourrait représenter un danger? Il n'a plus de parents, sans vouloir être désinvolte, mais il faudra voir et observer. Il y a eu une affaire célèbre à l'UCSB, mon ancienne université, où c'était la même chose. Un très jeune... Le fils d'une personne très riche dans l'industrie du cinéma a conduit sa voiture dans une des rues, alors qu'il y avait plein d'étudiants, et il a tué plusieurs personnes. Il a été défendu par Jack Early dans le comté de Santa Barbara, un excellent avocat contre qui j'ai déjà plaidé des affaires de meurtre. Et il a convaincu le jury. Et ce type a été relâché. Et dit Christian, il est allé dans un établissement de santé mentale pendant quelques années, puis il est sorti. Et c'est certainement ce qu'espérera Nick Reiner, et il faudra voir ce qui va se passer. Mais il y a... Écoutez, on a déjà vu ce genre de cas en Californie, et les résultats ont été très mitigés. Traditionnellement, c'est comme mon affaire Nicholson à Newport. La barre est très haute. Mais bon, ça, c'est le comté d'Orange et c'est dirigé. C'est un bureau du procureur très différent, où les procureurs sont... C'est un autre panel de jurés, une autre philosophie de procès. Je pense que Nathan Hawkman est très compétent, donc je vais suivre ça avec intérêt pour voir comment son équipe s'en sort. Mais ils sauront ce qu'ils font, ce seront des procureurs de carrière qui connaissent Alan Jackson. Le juge va connaître Alan Jackson, c'est quelqu'un de connu. Ils sauront à quoi s'attendre et nous verrons où cela mène. Nous allons suivre cela de près. C'est vraiment une affaire horriblement triste. Matt, merci beaucoup de m'avoir rejointe. Avec plaisir. Nick Reiner reste détenu à la prison du comté de Los Angeles et retournera au tribunal le 7 janvier. Restez avec nous. C'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Angenette Lévy. Merci de votre présence. À bientôt ici.